Tous et à toutes. Nous tenons d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre participation à ce webinaire qui est organisé par le pôle ressources polyhandicap de Bretagne. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre toute l'actualité du pôle en vous abonnant gratuitement à notre newsletter. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos ressources sur notre site polyhandicap.bzh. Vous y trouverez notamment le programme et le lien d'inscription pour notre prochaine journée régionale thématique qui est intitulée « Activité physique et motrice pour les personnes polyhandicapées » qui aura lieu vendredi 13 mars 2026. Le nombre de places est limité, il ne faut pas traîner pour s'inscrire. Parmi ses missions, le pôle ressources polyhandicap œuvre notamment à développer des savoirs, des compétences pour les professionnels qui accompagnent les personnes polyhandicapées. Et c'est précisément ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Rickenbusch et Tiffaine Merlevet-Molière, qui vont nous présenter le roseau. Le roseau, c'est un nouvel outil d'évaluation psychomotrice destiné aux personnes en situation de handicap, et notamment polyhandicapées, quel que soit leur âge. Il met en lumière les capacités individuelles dans les différentes dimensions de leur développement relationnel, motrice, tonique, corporel, sensoriel et bien d'autres encore. Cet outil est composé de fiches d'évaluation, d'un questionnaire, d'une cotation et d'une annexe qui détaille les modalités de passation. Le roseau est porté par le GAPAS dans les Hauts-de-France, qu'il met entièrement à disposition gratuitement. Il a été conçu par des psychomotriciens et pour des psychomotriciens. Ce matin, au programme de ce webinaire, tout d'abord une présentation de l'outil roseau, ensuite la présentation d'une vignette clinique et enfin un focus sur la formation proposée autour de cet outil. À l'issue de ces présentations, comme je vous le disais tout à l'heure, nous prendrons un temps pour échanger avec vous. Il est maintenant temps de vous présenter nos deux intervenantes. Hélène Rickenbusch est psychomotricienne. Après 9 années au sein du GAPAS, elle exerce aujourd'hui en tant qu'indépendante et est également enseignante vacataire à l'Institut de formation des psychomotriciens de Los, dans le Nord. Elle est co-créatrice du roseau. Bonjour Hélène. Tiffaine Merlevet-Molière est psychomotricienne coordinatrice bientraitance et qualité au GAPAS. Elle est co-créatrice du roseau. Bonjour Tiffaine. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui et nous vous écoutons avec attention. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette petite présentation. Je vais vous partager le support du PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Alors, je ne suis pas sûre du coup, vous le voyez. S'il y a des pouces qui sont levés, donc c'est OK. OK. Attends, du coup, je l'ai refait sauter. Excusez-moi. Voilà. Hop, comme je ne vous voyais plus, ça me perturbait. Alors, on le voit, mais on ne le voit pas en plein écran. On voit... En diaporama. Ça, c'est parfait. Bon cette fois-ci? Là, c'est très bien. Très bien. Alors, donc, on va vous présenter donc, le bilan psychomoteur roseau avec le virgule handicap. On va vous expliquer pourquoi on a choisi cet intitulé-là. Tout d'abord, un petit peu de contexte et les enjeux liés à l'évaluation psychomotrice. On est reparti tout d'abord de la définition du polyhandicap. Donc, on voulait refaire d'abord un rapide point avec vous sur ce qu'on entendait donc, pour le bilan roseau. Donc, on s'adresse principalement à des handicaps neurologiques avec une atteinte motrice. On a énormément de liens, de mots, de termes en France pour qualifier le polyhandicap, la grosse famille du polyhandicap. Nous, on s'est basé sur la définition, l'illustration qui est proposée par le CESAP avec cette espèce de maison qui rassemble l'intitulé cérébral palsy et qui regroupe les termes un peu plus francophones d'IMC, IMOC, de polyhandicap congénital et avec une petite partie de polyhandicap non congénital. Donc, on s'adresse à des personnes qui ont un handicap neurologique, une atteinte motrice, qu'elle soit congénitale ou non.
Donc, c'est pour ça que dans l'intitulé, on parle de handicap avec un S et qu'on n'a pas refermé l'utilisation du bilan au seul polyhandicap, à la définition stricte. Petite question on a testé si pour vous le polyhandicap était une couleur, ce serait quelle couleur? En mode portrait chinois. Du orange, du jaune, arc-en-ciel, ouais, du rouge multicolore. Multicolore, turquoise, du bleu, l'arc-en-ciel. Ouais, c'est chouette. On a plein de représentations possibles. Multicolore, jaune. C'est chouette, merci. Alors, on est plutôt raccord avec vous sur l'idée un peu du multicolore, ce qui était aussi la couleur qu'on avait un peu choisie pour la représentation du bilan dans cette petite roue qu'on a dans le logo. Alors, au niveau des enjeux, l'évaluation psychomotrice, on est parti en fait du constat que avant de démarrer ce travail sur l'outil, on était plutôt d'accord sur le fait que c'était assez complexe cette question de l'évaluation. Il y a une grande hétérogénéité au niveau des personnes qu'on accompagne. Il n'y a pas deux personnes avec le même type de handicap, avec les mêmes compétences, avec les mêmes difficultés. Les personnes qu'on accompagne ont un développement qui n'est pas linéaire. Il y a des évolutions, il y a des régressions qu'on essaye d'accompagner du mieux possible. Et il y a aussi une grosse influence des facteurs environnementaux. On peut le voir assez facilement, d'un matériel qui est adapté ou pas adapté. Ça va avoir un gros impact pour la personne. Le contexte institutionnel, le contexte familial va énormément jouer sur les compétences et les difficultés de la personne. Donc, ça venait complexifier l'évaluation. On a aussi des besoins qui sont spécifiques pour la personne. Ce sont des personnes qui ont besoin d'une approche qui va être individualisée et où nous, d'un point de vue professionnel, on va avoir besoin d'avoir une approche qui est pluridisciplinaire parce que le sujet reste complexe. On a besoin d'adapter des outils d'évaluation. Les outils qu'on a pu apprendre lors de notre formation sont plutôt normés pour des enfants qui vont pas trop mal. Là où c'est compliqué, voire très difficile avec les personnes qu'on peut accompagner. Il y a le besoin de prendre en compte la douleur, les expressions non verbales qui peuvent prendre une place très importante dans nos accompagnements. Et il y a besoin d'inclure la famille et les aidants dans le recueil d'informations parce que comme l'accompagnement se fait 24 heures sur 24, il y a besoin d'avoir une vision un peu plus globale de la personne, au-delà des quelques heures qu'on peut passer auprès des personnes en situation de handicap. Dernier point au niveau des enjeux, c'est qu'il y a l'importance d'avoir un suivi qui se fasse dans le temps, de pouvoir observer les évolutions de la personne, de pouvoir ajuster notre accompagnement à ces évolutions, à ces régressions, de pouvoir ajuster nos recommandations thérapeutiques. Il y a le besoin de prévoir aussi des besoins futurs, de pouvoir anticiper certains moments de vie, par exemple la période de la croissance, de la puberté qui peut avoir un impact très important sur leur développement et aussi le vieillissement où on observe, là il y a une espèce de consensus pour dire que vers les 40 ans de la personne, on est sur des personnes qui physiquement sont plus proches des 60 ans. Donc il y a ce besoin aussi de pouvoir anticiper dans le temps et d'avoir cette vision large, plus globale dans le temps de la personne. On s'est basé, quand on a démarré notre travail, c'était avant 2019. À ce moment-là, il y a une étude de Haute-Paquet qui est sortie, qui mettait en avant le manque d'outils standardisés
Et la première population, pour les psychomotriciens, et la première population qui était citée dans cette étude, c'était les bilans à destination des personnes en situation de polyhandicap. Il y avait vraiment un besoin qui était remonté de la part des psychomotriciens en France pour dire qu'il n'y avait pas d'outils et que c'était vraiment dommageable pour nos accompagnements. La conséquence d'un manque d'outils standardisés, c'est qu'on a des approches qui vont être très hétérogènes en fonction des établissements, en fonction des professionnels, en fonction des études qu'on a pu faire, des formations qu'on a pu faire. Et on a aussi des difficultés d'une personne qui va passer d'un établissement à l'autre. On va avoir des outils, des bilans psychomoteurs qui vont être différents avec de plus grandes difficultés pour pouvoir voir l'évolution, les régressions de la personne. Vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous faites passer des bilans dans vos établissements, dans vos accompagnements? Et si oui, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, le DF-MOT qui revient, bilan d'observation, une grille en équipe, profil sensoriel de Dune, les arts, ouais, les observations, le DF-MOT et le BLR, observation clinique, l'ESA et le CP, des observations, profil sensoriel, Denver, Dune, Myriade, des bilans d'observation maison. Ok. Effectivement, il y a pas mal d'outils différents. De développement, Bogdachina. Ok. Dans l'ensemble, on est sur une bonne moitié d'entre vous qui est plutôt dans de l'observation, le sensoriel qui fait partie pas mal de vos pratiques et des bilans un peu plus normés à côté. Alors, donc nous, on va vous présenter du coup ce qu'on a essayé de mettre en place, qui est le bilan Roseau. Alors, concernant cette création, on était 4 psychomotriciennes qui travaillions, je mets au passé parce qu'il y a eu un peu de changement depuis, qui travaillions pour l'association GAPAS. On était toutes les 4 à travailler dans le milieu du polyhandicap, que ce soit enfants et adultes. Et comme on était un peu isolés dans nos pratiques, on a mis en place des groupes d'intervision pour se soutenir un peu mutuellement dans nos réflexions. Assez rapidement, on est tombé d'accord sur le fait qu'on manquait d'outils, qu'on manquait de ressources par rapport à ce bilan, à cette évaluation. Et on s'est dit que ça serait quand même pas mal de mettre quelque chose en place, au moins à l'échelle de l'association, que comme ça, les jeunes qui sont dans le secteur enfant puissent passer dans le secteur adulte avec un bilan qui a une trame de bilan qui soit similaire. Donc, on a croisé ces trames de bilan, on y a passé beaucoup de temps. Et finalement, on s'est dit que le temps qu'on avait passé là, toutes les recherches qu'on avait pu faire, ça pouvait être quelque chose qui pouvait servir à d'autres personnes, à d'autres psychomotriciens. Et donc, on s'est dit, voilà, tant qu'à faire, autant pouvoir élargir l'utilisation de ce bilan.
On s'est de ce fait-là encore plus formé, on a eu encore plus de documents et on a décidé de faire évoluer ça donc vers un projet, un outil de bilan psychomoteur disponible pour tous les psychomotriciens. Donc c'est un projet qui a été soutenu par le GAPAS, qui a été financé par l'association qui nous employait. On s'est appuyé sur l'étude d'autres paquets qui nous a bien aidé pour pouvoir monter le projet. On a décidé, l'association aussi a décidé d'en faire un outil libre et gratuit pour faciliter vraiment l'accès des psychomotriciens, parce qu'on sait que dans les établissements, cette question financière n'est pas toujours évidente. Et après quelques années de travail, le bilan Roseau est sorti. Donc là, ça fait plus d'un an. Et on accompagne en parallèle les psychomotriciens à prendre en main cet outil au travers de la formation initiale et continue. Ce bilan psychomoteur, il est destiné donc aux personnes qu'on avait vues dans la petite maison pour la définition du STESAP, donc des personnes qui ont une paralysie cérébrale ou un polyhandicap acquis postnatal ou dégénératif tardif. Voilà, grosso modo, ça va être pour des personnes qui ont un handicap moteur avec un trouble de l'appareil locomoteur important, ce qui va être assez caractéristique des établissements dans lesquels nous travaillons. Des personnes qui ont des troubles cognitifs et ou une déficience intellectuelle et potentiellement des troubles sensoriels. C'est un bilan qui peut être utilisé potentiellement dans les IME, les IEM, les MAS, les femmes, en libéral, dans des centres de rééducation. On se dit même que voilà, plus largement, c'est un bilan qui pourrait être également utilisé en EHPAD, puisque pour des personnes âgées avec des démences très avancées, on retrouve beaucoup de caractéristiques de personnes polyhandicapées. On a essayé d'ajuster vraiment cet outil au polyhandicap, dans l'idée que le bilan soit le plus adaptable et flexible possible au niveau de la passation. Donc on n'a pas de cadre imposé, de temporalité imposée. On a choisi de laisser une place importante pour la sensorialité et la relation. Donc là, c'est ce que vous faisiez remonter aussi de votre côté avec l'utilisation du DUNE, du Bogdachina, de l'ESA. On a choisi, comme vous, de s'appuyer beaucoup là-dessus. On a souhaité mettre vraiment en avant les compétences de la personne, de les valoriser, plutôt que de pointer des déficits, parce qu'ils sont déjà au quotidien avec des déficits qui leur collent à la peau. Donc on s'est dit qu'on voulait s'appuyer sur les compétences qu'ils ont et de pouvoir vraiment les mettre en lumière. On a dit que c'était un bilan qui était utilisable dans différents contextes, pour différents âges, et voilà, différentes compétences. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment la relation et le plaisir que la personne peut avoir à mobiliser les compétences qu'elle a. On a aussi essayé de mettre le plus possible en avant l'autodétermination de la personne dans son évaluation pour que et l'autodétermination et le plaisir qu'elle ressent puissent devenir de vrais axes de travail. On propose également aux psychomotriciens de faire un compte-rendu synthétique. Donc, on a mis une trame pour vous accompagner là-dessus. On a essayé de l'illustrer, donc on vous montrera tout à l'heure, pour faciliter la transmission des informations. L'idée du compte-rendu synthétique et illustré, c'est que ce soit le plus facilement lu et assimilé par nos collègues, parce qu'on est tous pareils, on manque de temps et on sait bien que les médecins, s'ils lisent nos bilans, ça va être juste pour lire la plupart du temps la conclusion. Donc on s'est dit qu'on voulait mettre vraiment toutes les chances de notre côté pour avoir un travail pluridisciplinaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un compte-rendu détaillé à la suite. On inclut dans la démarche d'évaluation les aidants familiaux et professionnels avec tout un questionnaire qu'on verra tout à l'heure. Et on a également des feuillets complémentaires qui ne sont pas spécifiques à la psychomotricité, mais sur lesquels on peut être régulièrement interrogé, sur lesquels on a toute notre place.
Au niveau de la méthodologie, quand on a réalisé l'outil, on a sollicité une trentaine de psychomotriciens en France pour être relecteurs, pour nous faire part de leurs remarques, voilà, pour venir un peu re-questionner ce qu'on avait mis en place. Une fois qu'il y a eu cette première relecture et ces premières corrections faites, on a une dizaine d'experts qui sont intervenus dans l'ajustement de cet outil. On s'est basé sur des personnes qui étaient connues et reconnues dans le monde du handicap, du polyhandicap, de la psychomotricité et de l'autodétermination. Donc là, on l'a fait relire à une majorité de psychomotriciens, mais aussi des chercheurs, des directeurs d'établissements, des médecins, des kinés, des ergothérapeutes, pour vraiment avoir un regard à 360 degrés sur le bilan. Au niveau de la méthodologie, on s'est basé sur un bilan qui existe, qui s'appelle le TITSA, qui est un bilan spécifique autisme et déficience visuelle, parce qu'on trouvait que dans la démarche, on était, même si c'était pas la même population qui était visée, la démarche était plutôt similaire. Et tous ces partenaires nous ont permis d'arriver au bilan Roseau qu'on propose à l'heure actuelle. Et on continue de l'ajuster puisqu'on a là depuis 1 an 17 psychomotriciens qui sont formés, qu'on a formés au bilan et qui nous font des retours sur leur utilisation. Donc on continue à faire évoluer l'outil. Petite question pour vous, combien y a-t-il d'items dans le bilan? Si vous l'avez déjà vu, si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, 6, 8, 10, 6 ou 7, une dizaine, 6 ou 7. OK, à peu près, dans la même fourchette. Très bien. Alors on va voir ça ensemble. On va voir plus précisément le contenu. Alors, nous avons, dans ce bilan, donc pour répondre à la question, il y en a 6 items psychomoteurs. Avant l'utilisation, on vous recommande chaudement de lire, l'introduction. Toutes les informations, importantes et nécessaires pour utiliser le bilan se trouvent dedans. Elles sont, on l'espère, suffisantes pour pouvoir appréhender le bilan. Elle va vous aider à prendre en main l'outil. Elle vous apporte voilà, des explications sur la méthodologie, les mots employés pour qu'on soit en phase avec les termes utilisés. On a une partie questionnaire dans ce bilan qui va être destinée aux aidants. Donc là, on entend par aidants les aidants familiaux ou aidants professionnels. L'idée, c'est qu'ils puissent nous apporter un éclairage supplémentaire sur les observations qu'on va pouvoir faire, nous, en séance. Ça va nous permettre de prendre en compte les capacités ou les particularités de la personne dans sa vie quotidienne, d'avoir en tête des situations que nous, on ne pourra pas voir pendant un bilan psychomoteur. Et c'est aussi une chouette occasion pour faire du lien avec les familles et même les collègues. C'est un des retours les plus importants qu'on a là sur les psychomotriciens qui l'utilisent, qui ont été formés, c'est que parfois on ne s'autorise pas forcément nous à rencontrer les familles pour faire du lien et c'est voilà, une belle occasion. Pareil avec les collègues, c'est l'occasion parfois de se poser véritablement pour parler d'un jeune, d'un adulte de manière plus approfondie et plus globale. On a les fameux feuillets, donc qui sont relatifs aux items. On n'est pas dans les mêmes, on n'a pas repris strictement les items, psychomoteurs qu'on pouvait avoir. On en a regroupé certains. On en a un tout d'abord sur l'attitude de la personne et la relation.
qu'elle peut mettre en place. On a tout un item sur le développement tonico-postural. On reverra un peu plus en détail tout à l'heure. On a une grosse partie sur le système sensoriel et la perception que la personne peut avoir, donc divisée en 8 sous-parties qui correspondent aux différents sens. On a une partie sur perception et représentation du corps qui reprennent les principes de schéma corporel et d'image du corps. Une partie sur la motricité fine qui reste assez light parce qu'on a bien conscience qu'on reste dans le secteur polyhandicap, donc la motricité fine, on n'est pas rentré dans des détails aussi poussés qu'on peut avoir dans des bilans classiques, et une partie organisation temporo-spatiale. Là, ce sont les feuillets strictement psychomoteurs. On a aussi 3 feuillets complémentaires, un sur l'autodétermination et la santé, qui tend un peu plus vers les principes qu'on peut avoir en éducation thérapeutique du patient, et sur toute la théorie autour de l'autodétermination qui a émergé là depuis plusieurs années. On a un feuillet sur le retentissement psychocorporel de la douleur. Donc l'idée, c'est pas de faire une énième échelle de la douleur, mais d'accompagner le psychomotricien dans son regard sur la personne qui peut être douloureuse. Donc d'avoir, de venir aiguiser un petit peu le regard. Et un dernier feuillet sur la sexualité, sur la vie affective et les rapports au corps, parce que là aussi, de nos pratiques, on a été souvent sollicités là-dessus, parce que ça reste le corps, et le corps, c'est souvent le psychomotricien qui est interpellé. Donc on avait à cœur, de par les formations qu'on avait pu avoir à côté de nos expériences, de proposer un feuillet avec des questions pour aider le psychomotricien dans sa réflexion là-dessus, et pour qu'il puisse se sentir plus à l'aise, avec un peu plus de billes, pour pouvoir accompagner la personne et les équipes là-dedans. Je vous montre plus en détail certains feuillets. Donc, on a tout d'abord le développement tonico-postural. Les feuillets peuvent se passer, là on a démarré par celui-là, mais on aurait pu, sur un bilan psychomoteur, démarrer par la partie sensorielle. L'idée, c'est qu'on les fasse passer dans le sens dont nous avons envie, la façon dont la personne a envie aussi d'envisager les choses. Là, on est sur un feuillet qui fait plusieurs pages. On a toujours la même structure. On a une partie matérielle qui est en haut à droite. On a essayé d'être sur du matériel assez facile d'accès pour nous. Généralement, c'est du matériel qu'on a dans nos salles. C'est pas du matériel spécifique à acheter. On a une partie observation, globalement, la personne au quotidien, comment ça se passe pour cet item-là. Donc là, pour cet item, d'un point de vue de la motricité spontanée, de son attitude au quotidien, comment ça se passe. Et ensuite, on a des observations complémentaires qui vont être dirigées. On ne reprend pas, par contre, on n'a pas repris le développement le développement psychomoteur de la personne. On s'est dit qu'on allait partir de là où est la personne quand on la rencontre. Généralement, elle va être assise dans son fauteuil, assise sur une chaise, et on va l'accompagner pour pouvoir s'allonger, l'accompagner dans les retournements. On est parti plus sur un déroulé pratique pour faciliter la passation du professionnel. Vous avez un maximum de questions à cocher en oui/non pour que vous puissiez gagner du temps, d'éviter d'avoir des choses à rédiger, avec à chaque fois Alors, c'est assez répétitif. Pour la station assise, est-ce que c'est possible sans appareillage? Oui, non, avec de l'aide. On essaie d'observer ce qui se passe au niveau tonique, au niveau équilibration. Donc là, c'est pour la partie assise. On a ensuite la partie de assis à allongé, pour voir si la personne est capable de le faire seule avec aide, ou même s'il y a une initiative du mouvement, si la personne sait comment faire, mais c'est juste qu'elle n'est pas capable. Une fois que la personne est allongée, comment on observe, comment la personne s'installe. Et voilà, naturellement, on passe après du décubitus dorsal au décubitus ventral. On observe le retournement, on observe le décubitus ventral, et ainsi de suite. Donc là, on n'a pas tout mis parce que ça allait faire vraiment beaucoup. Mais on a pris toute une partie sur le tonus, sur la détente pour cet item.
On vous présente aussi une partie sur la sensorialité avec l'item sur la vue. Donc là, on vous a listé aussi pas mal de matériel avec... on vous recommande, si c'est possible, d'avoir accès à de la lumière UV, pouvoir faire le noir complet pour observer un peu ce qui se passe, d'avoir le moulin lumineux. Je pense que c'est le seul objet où on vous recommande son achat. On s'est basé là sur le bilan, alors, le bilan visuel qui est proposé en France par le CNRHR. Où là encore, voilà, vous pourrez voir, on est sur une observation de la personne au quotidien, comment ça se passe pour ajuster la passation du bilan. Et ensuite, on observe voilà, la fixation du regard, on essaye d'évaluer à notre échelle le champ visuel de la personne, sa poursuite visuelle, s'il y a des saccades, sa perception de son environnement, l'exploration, et si des coordinations sont possibles. Et les particularités, où on ne rentre pas dans les détails et où on va être sur plus de l'observation, s'il y a des autostimulations, un évitement, une hypo, une hyperréactivité. Et si jamais vous voyez que c'est compliqué, on vous invite à faire passer une évaluation sensorielle plus poussée. Sur les feuillets, donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, on a le feuillet sur la d'autodétermination en santé. À faire passer, voilà. Ces 3 feuillets, vous les passez si vous jugez que c'est pertinent. L'idée, c'est que ça puisse vous accompagner dans vos réflexions au niveau de l'équipe. On a un tableau pour la synthèse illustrée. Alors, on l'a pas mis. Donc, c'est un tableau Excel où vous allez pouvoir cocher si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la phrase mise. Et cela va vous générer un diagramme circulaire. Donc, on voit un exemple ici. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que même si la personne a très très peu de compétences, on a des camemberts qui sont remplis à 100%. On ne va pas mettre en avant les difficultés de la personne. Grâce à ça, on va pouvoir voir si la personne a un profil homogène ou hétérogène. On va pouvoir voir voilà, quelles sont les choses pour lesquelles elle se débrouille bien, les choses qu'elle va plutôt laisser de côté. Et la dimension du plaisir, on la met en avant avec les petits cœurs que vous voyez à côté des parties de camembert pour venir mettre en avant les items où la personne, elle prend plaisir, où elle est franchement en demande, franchement à l'aise et pour lesquels on va pouvoir s'appuyer pour la suite, pour nous ou sur des éléments à passer à nos collègues, à passer à la famille en disant bah voilà ça la personne ça fonctionne super bien. Peut-être alors je ne sais pas à la maison démarrer par proposer ça et puis ensuite on pourra passer à quelque chose où la personne est un peu moins à l'aise. Voilà, savoir ce qui est ressource en tout cas. Le document de compte rendu, donc on propose un compte rendu type. On s'est basé sur le déroulé qui est proposé là au niveau des écoles, en tout cas au niveau de l'école de l'os dans le Nord, pour venir un peu structurer la réflexion du psychomotricien. L'idée, c'est d'avoir un recto verso et de rajouter le diagramme dans cette partie-là. Au niveau du travail d'équipe et l'institution. Ce bilan, là, ce qu'on a pu observer, les retours qu'on a, c'est que ça favorise vraiment une approche globale, une approche systémique de la personne avec un travail un peu plus ensemble avec les ergos, avec des éducateurs, des psychologues. Il y a des items où, par exemple, la vue, c'est bien de le faire à deux parce qu'il y a beaucoup de choses à observer et ça peut être l'occasion de le faire en binôme et de faire du lien avec des collègues. Ça peut servir de trame pour discuter avec les équipes, avec les familles. Et ça peut être l'occasion de savoir pourquoi à la maison la personne réagit de telle manière, alors qu'en institution, elle réagit différemment. Ça permet de re-questionner un peu nos habitudes de travail à nous, en tant que psychomotriciens, en apportant un petit peu de frais, parce qu'on peut aussi s'enfermer des fois dans certaines pratiques. Quand ça fait des années qu'on accompagne les mêmes personnes,
On a besoin parfois d'y voir un petit peu plus clair, de reprendre un peu de recul. Et on a également des retours institutionnels qui sont positifs, de psychomotriciens qui, du coup, se sentent un peu plus à l'aise et écoutés dans leurs établissements parce qu'ils ont un outil qui leur donne un peu plus de... en tout cas, qui leur permet de se sentir un peu plus légitimes dans leurs établissements parce qu'ils ont quelque chose d'un peu plus structuré à présenter. Voilà pour ma partie. Je vais passer le relais à Hélène. Oui, merci Tiffany pour cette présentation. Alors je vous préviens, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Je vais quand même présenter cette vignette clinique. Si vraiment j'ai plus de voix, bon, je passerai le relais à Tiffany, mais ça devrait bien se passer. Donc la vignette clinique que je vais vous présenter, c'est la vignette clinique de Kenza. Kenza, c'est une jeune fille que j'ai accompagnée en IEM. Et c'était vraiment au tout début de l'utilisation de Roseau et j'avais vraiment envie de vous transmettre cette expérience. Donc Kenza a 16 ans. Elle présente un handicap découlant d'une maladie chromosomique rare. Donc elle a une trisomie partielle du chromosome 1. Donc elle a une déficience intellectuelle importante, des troubles moteurs. Donc la marche est impossible. Elle a vraiment des gros flessums de genoux. Donc ses genoux restent en position pliée à un peu plus que 90 degrés, mais elle ne peut pas tendre sa jambe plus que ça. Et elle a aussi des troubles visuels, avec une hypermétropie forte. Elle porte des lunettes. Dans les recherches qu'on a fait, on s'est vraiment rendu compte que les troubles visuels sont vraiment fréquents. C'est un trouble sensoriel très fréquent dans le polyhandicap. Et ce qui nous a amené justement à développer beaucoup la partie sur la vue que Tiffany vous a présentée et accompagner vraiment les choses autour de ça. Donc Kenza n'a pas accès au langage verbal. Elle est en fauteuil roulant. Elle peut avancer seule sur de courtes distances avec son fauteuil roulant, mais c'est vraiment seulement quelques mètres et il lui faut un élément motivationnel très fort. Elle peut se déplacer sur le sol aussi, sur les genoux. Donc, elle se déplace à genoux dressés. Vous savez, c'est quand on est à genoux sans que les fesses ne touchent les talons. Donc, elle peut le faire un petit peu, mais pareil, sur des très courtes distances. Alors, on s'est beaucoup questionné en équipe par rapport à l'accompagnement de cette jeune fille. Et on a d'abord proposé des choses qui sont très sensorielles et très ludiques. Donc, on l'a emmenée pour des séances en piscine toutes les semaines. On a travaillé un peu la marche qui était possible dans l'eau, sur la pointe des pieds, sur de courtes distances, parce qu'avec l'eau, le poids du corps est beaucoup plus léger. Et en fait, avec son flessum de genoux, donc même les genoux pliés, elle pouvait toucher le fond de la piscine et faire des petits pas. Pareil, il fallait vraiment un élément motivationnel très fort. On a pu aussi travailler la relation en piscine, la motricité globale, les sensations, parce que le corps dans l'eau amène vraiment des choses très riches au niveau du vécu corporel et relationnel. Dans la relation, c'était aussi beaucoup du dialogue tonique, parce qu'en piscine, on est amené à être en corps à corps, à se porter, et donc la relation est vraiment au centre des séances de piscine. On lui a aussi proposé des enveloppements corporels aux serviettes chaudes. Donc, c'est être installé sur un plan douche avec des serviettes de bain sur soi et on vient passer l'eau chaude, l'eau de la douche chaude pour mouiller les serviettes. Donc, c'est vraiment un enveloppement du corps qui est très proche. C'est vraiment une approche sensorielle tactile où le corps vient se détendre et on peut aussi développer à ce moment-là la relation. Souvent, il y a beaucoup de regards qui arrivent. Et à part ces 2 activités-là, il était très difficile pour l'équipe d'accompagner Kenza. Elle a des centres d'intérêt vraiment très limités et elle a pas du tout d'initiative. Elle a un intérêt pour les balles, notamment les balles à picot qu'elle peut faire tourner indéfiniment entre ses mains, entre ses doigts et elle peut y passer la journée, y passer des heures et c'est très, très difficile de l'intéresser à autre chose. Et ce qui est, particulier aussi avec cette jeune fille, c'est qu'elle est envahie d'émotions qui prennent toute la place. Que ce soit sur le versant des pleurs ou de la joie, c'est une jeune fille qui tout d'un coup peut, ressentir de l'angoisse et se mettre à pleurer, à être très crispée et à ce moment-là, elle a plus du tout l'espace pour accueillir des propositions, pour accueillir des déplacements, pour accueillir la relation et à l'inverse, elle a des personnes qu'elle aime beaucoup. Alors les nouvelles personnes qu'elle rencontre, ça va la mettre dans une joie intense. Elle va pouvoir s'approcher de nous très, très près, donc quasiment en fusion, le visage très près du nôtre avec un grand sourire et rester comme ça plongée dans nos yeux et pareil, il y a pas la place pour proposer autre chose et pour développer autre chose au niveau relationnel et tout ce qui était mis en mouvement, que ce soit actif ou passif, globalement, ça provoque de l'anxiété.
Donc, devant ces difficultés, on était en train avec les collègues de créer Roseau et à ce stade-là, on n'avait pas enfin moi, j'avais pas passé de bilan psychomoteur pour cette jeune fille, faute d'outils justement et faute de sa participation à elle, je me sentais vraiment bloquée en séance. Donc, même si les séances de piscine ont été intéressantes à un moment, j'ai quand même décidé de faire passer un bilan à Kenza pour voir ce qu'il en sortait. À ce moment-là, elle avait 18 ans. Donc, nous sommes au stade des diagrammes sensoriels qui étaient vraiment c'était les premiers qu'on faisait, quand on a utilisé Roseau. Donc aujourd'hui, ils ressemblent plus tout à fait à ça. Ils sont beaucoup plus fins. Là, c'était des notes sur 4 à l'époque. Au début, on travaillait, sur Roseau. Maintenant, c'est plus comme ça et il y a beaucoup plus d'items et de notions qui vont permettre à créer le diagramme et ça va on aura des profils plus fins. Mais quand même, sur ces débuts, d'utilisation de Roseau, il y avait quand même des choses qui ressortaient donc au niveau sensoriel. Donc en fait, quand on fait passer Roseau, on a différents diagrammes. Tiffany vous les a présentés tout à l'heure et il y a le diagramme sensoriel qui peut être extrait du diagramme principal pour qu'on ait justement cette vision sensorielle. Donc là, ici, on voit déjà le manque d'investissement des sphères vestibulaires et des sphères tactiles. Par contre, une appétence pour le vibratoire. Il y a aussi l'audition et l'olfaction qui sont bien représentées. L'olfaction, c'est le rose foncé et c'est pas marqué olfaction, mais c'est l'olfaction et donc ça peut être des appuis pour, des activités. Donc là, c'est le diagramme plus général, où on voit que globalement, c'est homogène avec quand même des compétences, représentatives en motricité fine et au niveau du schéma corporel, un peu plus bas pour le reste des choses. Donc à ce moment-là, j'avais conclu ça, qu'au niveau des fonctions psychomotrices qui sont touchées, on a vraiment les sens tactiles et vestibulaires qui tendent à être sollicités et la motricité globale, qu'elle a besoin de vivre de nouvelles sensations, de nouvelles expériences dans un cadre sécure, vraiment, lié avec son anxiété à chaque fois qu'elle rentre en mouvement. Il y a l'exploration des objets qui tend à être enrichie et les choix qui peuvent être encouragés avec, en trame de fond, toujours un travail autour de la régulation des émotions. Et au niveau des fonctions sur lesquelles on peut s'appuyer, il y avait le visuel et l'audition qui étaient bons. Kenza, elle ressent bien son corps. Elle peut entreprendre des projets moteurs dans un cadre stimulant. J'aurais même pu marquer très stimulant et très spécifique, mais quand on a trouvé, voilà, le truc qui faisait qu'elle pouvait être motivée, eh bien, en effet, elle peut entreprendre des projets moteurs. Elle présente une curiosité par rapport au sens vibratoire et c'est une porte d'entrée pour enrichir, du coup, les expériences sensorielles. Elle a quand même des capacités d'attention et j'avais envie à ce moment-là d'essayer un travail autour du cause à effet pour, commencer à voir un peu la résolution de problèmes et agir sur l'environnement. Et au niveau moteur, il y a quand même des compétences qui sont présentes et c'était pour moi une base pour proposer de varier les expériences et les mouvements du corps. Donc, si je devais écrire une analyse clinique à l'époque, je disais que Kenza manquait de sécurité interne qui empêchait les initiatives, que les expériences motrices et sensorielles sont restreintes et que la nouveauté semble angoissante. Et dans mes objectifs, je parle d'encourager l'expression des choix, de varier les postures et d'accompagner à varier les expériences motrices, d'amener de la détente aussi pour qu'elle puisse se sécuriser et réguler ses émotions, varier l'exploration tactile, développer le sentiment de sécurité interne afin d'accepter mieux les stimulations venant de l'extérieur et notamment, il s'agissait des stimulations vestibulaires qui étaient vraiment très, très compliquées pour Kenza. Et je reparle ici de travailler le cause à effet et la manipulation de nouveaux jeux. Et j'ai commencé des séances avec Kenza et elle a quand même relevé plusieurs défis au cours de l'année. Et voilà, j'ai noté que sa participation était facilitée dans un cadre sécurisant, calme et surtout en individuel. Que les choses que j'observais en séance, c'était pas des choses qui étaient possibles à observer sur, son groupe de vie, par exemple. Il y avait vraiment besoin d'un cadre particulier et donc j'avais, quand même dressé un tableau, un peu de conclusion de ce que j'avais proposé et comment elle avait réagi. Donc là, on aura quelques slides que je vais vous décrire rapidement, on va pas lire en détail, mais d'un côté du tableau, c'était les activités que j'avais proposées. Donc là, c'est très concret, des activités simples et ses réactions à elle et en fait, ce qui est écrit en vert, c'est ce qu'elle a réussi à faire au cours de l'année,
En orange, on peut dire que c'est en cours d'acquisition et en rouge, c'est ce qui était encore assez difficile. Et vous allez voir au fur et à mesure, des slides, il y a quand même encore des items en rouge, mais il y a quand même beaucoup d'items en vert et en orange. Et donc, c'était assez, j'étais assez contente en tout cas d'avoir trouvé des idées d'activités à lui proposer vraiment en cohérence avec son profil psychomoteur. Et peut-être la slide suivante, Tiffaine. Ou encore après ah oui, non, non, ouais, celle-là. Justement, le gros défi qu'elle a fait, c'est le premier qui est écrit en haut du tableau, c'était rouler à plat ventre sur le gros ballon et ça, vu son anxiété au mouvement et aux sensations vestibulaires, on a vraiment été par étapes sur, accepter ce corps qui bouge et comment se sécuriser et comment, hem, apprendre, cette sensation, en tout cas l'apprivoiser. Et à la fin des séances, elle pouvait, rouler, sur le ballon, rire des balancements alors qu'elle avait peur en début d'année. Donc ça, c'est l'exemple un peu plus concret, mais il y a eu plein de choses comme ça, au cours de l'année qui se sont quand même installées. Donc après, c'est un tableau que moi j'ai transmis aux équipes, pour leur donner aussi des activités assez simples, hein. Donc là, on voit par exemple, des échanges au sol avec le gros ballon, se mettre sur le dos, sur le ventre. Un peu plus haut, il y avait, scratcher des cylindres, utiliser des buzzers, aller chercher un objet au fond d'un saladier de sable ou de farine. Donc voilà, c'est des choses, très concrètes qui peuvent, se mettre en place au quotidien dans des activités et ça faisait vraiment écho à son profil psychomoteur. Donc en conclusion, Roseau a pu mettre en avant un profil psychomoteur plus fin et mettre en lumière des choses que je n'avais pas pu voir avant chez Kenza. Donc le bilan propose une observation fine et structurée qui m'a aidé à définir des objectifs d'accompagnement dans différents domaines. Donc ce que j'ai travaillé, c'est notamment la motricité fine, la motricité globale, apprivoiser les mouvements du corps, pas des activités vestibulaires. J'ai aussi pu faire des jeux de logique simples. Donc, les jeux de logique simples, hein, c'est vraiment des fois allumer un interrupteur, une balle lumineuse avec un interrupteur ou sortir un objet dans un sac en tissu, donc de comprendre comment le sac s'ouvre et tout ça. Construction de repères corporels, donc ça peut être, par exemple, aller chercher un anneau posé sur la tête, aller chercher un anneau posé sur le pied, comment on s'organise et des jeux relationnels simples. À la fin de l'année, on commençait déjà, par exemple, à essayer de faire des, passes, au fauteuil avec le ballon de baudruche pour, voilà, apprivoiser ce ballon, le «à moi», le «à toi». Voilà, donc voilà ce qu'a pu me permettre Roseau dans l'accompagnement de Kenza. Bon, je prends le relais, Hélène? Oui, j'attendais, Oui. non, ouais. Donc le bilan Roseau là qu'on vous a présenté, il est en téléchargement gratuit sur le site du GAPAS. Donc c'est, voilà, projet Roseau, mais voilà, si vous tapez juste Roseau GAPAS, vous devriez tomber dessus. Donc c'est dans un Google Drive pour pouvoir récupérer les différents éléments et comme on vous l'a dit plus haut, on propose également des formations, initiales dans les instituts, de formation de psychomotes et des formations continues pour, les psychomotriciens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation, de l'outil, de bilan. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, merci pour cette présentation. Je me permets de revenir, comme ça je peux Oui. vous gérer les questions. J'ai mis dans la conversation le lien direct sur vers le GAPAS, vers l'outil Roseau. Mmh. Ça, vous pouvez sauvegarder le lien. Je vous invite lorsque vous avez des questions, à l'écrire dans l'onglet conversation. Quel bilan inspiré pour la partie bilan visuel, s'il vous plaît? Alors, pour le bilan visuel, on s'est basé sur le bilan, alors D apostrophe efficience visuelle qui est proposé par le CNRHR. Alors j'ai pas l'impression qu'ils le proposent encore, mais il y a quelques années, ils proposaient des formations gratuites. Ils ont une spécificité. En fait, le CNRHR, c'est le Centre national de ressources des handicaps rares
Et on a de la chance, celui qui est à côté de chez nous et qui fait partie du GAPAS est spécifique dans la déficience visuelle. Donc là, c'est moi qui avais été en formation auprès d'eux et on reprend en fait le déroulé du bilan que eux proposent au CNRHR. Merci. Une autre question. Quelle modalité d'enseignement proposez-vous en IFP et en formation continue? Alors moi, je peux répondre à cette question. En IFP, pour l'instant, on propose des enseignements à l'IFP de Los. Au niveau des modalités d'enseignement, c'est 3 heures de cours théoriques et ensuite 2 fois 2 heures de cours de pratique. Et donc ça, c'est proposé aux 2e année maintenant systématiquement à l'école de Los. Et au niveau de la formation continue, il s'agit de 2 journées pleines, complètes en présentiel et à distance, une demi-journée supplémentaire vraiment pour faire un retour sur la prise en main de l'outil sur le terrain et un accompagnement sur cette prise en main. Et L'idée, ça, c'est c'est que ouais. l'organisme Campus Formation, pardon, Tiffany. Dans l'idée, c'est que les 2 jours sont vraiment là pour qu'on balaye ensemble l'intégralité du bilan, pour qu'on puisse répondre au maximum à vos questions. Et on se fixe une demi-journée 2 mois plus tard où on vous demande entre deux d'avoir fait passer le bilan. Et il y a forcément des questions qui sont ressorties, des interrogations qui ont ressurgi. Donc, on prend un temps en demi-groupe. On est sur des groupes de 6 personnes maximum pour balayer un peu voilà, comment ça s'est passé pour vous et puis essayer de trouver des solutions ensemble. Et s'il y a des choses à faire évoluer dans l'outil Roseau, eh bien, c'est là aussi où vous pouvez nous faire remonter vos suggestions d'évolution. Et au niveau des IFP, pour l'instant, on donne un enseignement à celui de Los, mais on est aussi en lien avec d'autres IFP et c'est possible qu'on puisse donner voilà, des cours sur Roseau dans d'autres IFP. Il me semble, ouais, on a notre collègue Coralie qui va le faire, mais sur du 2 heures de visio, juste de sensibilisation au bilan. Alors ça pourrait intéresser sur une formation Roseau. Alors je parle pour les participants qui sont bretons, là, puisque nous on est plutôt sur l'organisation du réseau Bretagne. On va peut-être aller sur le QER dont on a vu au début. Je vous invite à aller dans l'onglet QER. Je vais poser une nouvelle question qui va être seriez-vous intéressé par une formation inter-établissement en Bretagne? Alors une formation Roseau, hein, bien sûr, inter-établissement en Bretagne. L'idée, c'est de répondre que si vous êtes un acteur breton pour évaluer à peu près la part de l'organisation, puisque le pôle ressources pourrait faciliter l'organisation de ces formations interétablissements. Alors, je ne sais pas si vous avez vu apparaître cette question-là. On est dans l'onglet Q et R. J'ai posé la question, Vincent Jacques, à l'instant, seriez-vous intéressé par une formation interétablissement en Bretagne? Si vous êtes professionnel, alors psychomotricien, parce que je sais qu'il n'y a pas que des psychomotriciens, il y a des responsables de formation. Alors que vous soyez responsable de formation psychomotricien, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous pouvez mettre un pouce, mettre un cœur même. Très très intéressé. 7, 8, ok. Donc sur une quarantaine de participants, on a 7 ou 8 qui seraient éventuellement intéressés. Alors ce que je pourrais faire à l'issue ah ben non, ça monte rapidement, 18. Ok. En termes de logistique, parce que la Bretagne, c'est une petite région, mais ça peut être grand de se déplacer, et ça peut engendrer des frais. C'est de vous faire passer via les référents établissements un questionnaire d'intention pour savoir combien de places
il vous faudrait, et puis qu'on puisse gérer un peu mieux la zone géographique d'organisation. Et puis par ailleurs, on verra aussi tout ce qui est budget au plan de formation, combien est-ce que ça reviendrait à chacun. Donc, suite à ce webinaire, je vous propose de faire ça, de vous envoyer ces questionnaires d'intention pour un plan de formation interétablissement. Ok, merci. 20, ouais, 20 qui sont inscrits, donc déjà une personne, un participant sur deux. Donc, ça, je pense qu'on pourrait organiser au moins une formation en Bretagne. On est sur des sessions de 12 personnes maximum. Quand on intervient à 2 formatrices pour pouvoir vraiment accompagner. J'en profite pour répondre aux questions qui étaient dans le chat. Il y a de la théorie, il y a des échanges et il y a de la mise en situation. L'idée, c'est peut-être pas juste à balayer la trame de bilan et de répondre à vos questions, c'est vraiment de se mettre en sous-groupe et de vous inviter à, comme on a pu faire sur nos formations initiales, une personne qui va incarner la personne accompagnée, le psychomotricien qui va venir lui proposer la passation du bilan et une troisième personne en fonction de la configuration qui va être là plus en observation pour regarder la trame, pour venir soutenir la réflexion du sous-groupe. Et les formations en intra, oui, c'est possible aussi. Après, tout dépend. Voilà, la seule exigence qu'on a, c'est qu'on puisse avoir une salle où on puisse faire de la pratique. Donc, voilà, une salle qui dispose de suffisamment d'espace et voilà, qui soit pas en carrelage, par exemple, qui puisse être confortable si on travaille au sol. La formation, elle est exclusivement pour les psychomotriciens? Oui. Ouais, donc c'est là, la formation en intra, ça risque de coûter, le ratio coûter un peu cher à l'établissement, parce qu'en général, il y a les meilleurs établissements, les mieux dotés ont un, voire deux psychomotriciens, mais rarement plus, sauf si c'est des gros regroupements. Ah oui, des organismes gestionnaires peut-être. Ouais. Ok. Oui, ouais, ça peut être des associations. C'est ce on a fait plusieurs fois au GAPAS pour les psychomotriciens. On faisait une formation spécifique GAPAS pour réussir à avoir des formations psychomotes. Avez-vous d'autres questions? Je suis en 3e année de DE, je suis en alternance dans un FAM. Est-ce que vous pensez que je peux utiliser ce bilan comme bilan psychomoteur dans ma partie étude de cas? Tout à fait. Non, c'est voilà, dès l'instant où on est psychomotricien ou psychomotricien en devenir, ouais, il y a vraiment pas de souci. On vous invite à le faire. Et puis, une fois que le mémoire est rédigé, si ça vous dit, on serait curieux aussi de pouvoir lire votre mémoire, mais on serait très heureux de savoir que c'est utile, que ça sert. C'était vraiment le but du bilan, c'est vraiment que le bilan soit utilisé le plus largement par vous, par nos collègues. Donc oui, avec grand plaisir. Donc on attend même le mémoire en retour. Après, il n'y a pas d'obligation, hein, mais voilà. Voilà, formation ouverte au paramédical, on a répondu, voilà, c'est bilan psychomoteur. On a régulièrement des questions d'ergothérapeutes, mais non, c'est réservé aux psychomotes. Le matériel dans les feuillets, alors on n'a pas de référence. Le moulin, alors les lampes UV, moi je les ai achetées sur Amazon parce qu'on était à une 30aine d'euros. Donc c'était pas un gros investissement pour l'établissement. Le moulin lumineux, je l'ai acheté sur Amazon. Avant, je l'ai acheté sur Optoys, mais il n'arrêtait pas de casser. Donc pour l'instant, celui d'Amazon fonctionne. Voilà, il n'y a que là-dessus où il y a un besoin spécifique de matériel. Le bilan Roseau, Hélène, tu veux répondre? Je te voyais sourire. Ouais.
Alors, pour choisir le nom, on a fait, une réunion avec, notre chargée de communication au GAPAS, donc on a vraiment été soutenus, pour ça et justement, on est parti sur des portraits chinois un peu comme on vous a demandé sur la couleur, pour le polyhandicap et en fait, c'est roseau qui est ressorti parce que roseau, c'est une plante, qui, bon, qui plie mais ne rompt pas. Ça, c'est ce qu'on pense, du roseau. Mais c'est une plante, qui est d'apparence fragile, mais qui finalement apporte, force et stabilité à son environnement et qui peut pousser aussi dans des endroits, un peu inattendus ou un peu, encombrés et donc c'était vraiment pour, faire, ce parallèle avec le handicap où, voilà, c'est comment trouver la force dans la fragilité et comment, accueillir, dans un terrain, voilà, un peu compliqué aussi, toute la richesse de la personne et de la relation. Voilà pour roseau, c'est le côté un peu poétique. On préférait choisir un nom, joli que de l'appeler, je sais pas moi, Psychomote 320, enfin je sais pas, des chiffres ou des lettres. Bah, c'est réussi en tout cas. Le bilan est-il adapté pour les tout petits, 0-3 ans, pour le public CAMS? Alors oui, parce qu'on n'a pas mis, de critères, il n'y a pas de critères d'âge et finalement, moi pour travailler avec une population adulte, vieillissante et pour avoir, croisé des regards avec notre collègue Élise qui travaillait vraiment avec des petits, les petits ont bien plus de compétences que des personnes adultes vieillissantes. Donc, vraiment, oui, oui, vous pouvez, et l'avantage, c'est que de démarrer petit, vous pourrez, quand vous refaites passer un bilan, comparer avec cette trame, avec cet enfant qui grandit. Donc, vraiment pas de souci. Concernant le Oui. questionnaire, en fait, c'est une succession de questions pour savoir bah, comment ça se passe dans quelles conditions pour la personne. Alors, est-ce que je peux vous montrer un exemple? Ce sera peut-être plus simple. C'est vrai qu'on n'avait pas mis là de... Alors, je vous le montre. Hop, je partage mon écran. Voilà, on a le questionnaire qui est comme ça, c'est plein de sous-parties, comment la personne exprime sa soif, sa faim, son refus, la douleur, voilà, quand il y a de la douleur, quand est-ce que ça apparaît, comment ça s'exprime. On est vraiment sur, un maximum de oui/non. On parle de conscience du danger, on a les différents sens qui sont repris pour savoir, bah, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe. On a toute une partie sur le repas, parce que la partie du goût, c'est plus les personnes qui accompagnent sur les temps de repas qui vont pouvoir y répondre. On a l'essence, on a une partie sur l'appareillage pour savoir un peu comment ça se passe pour la personne quand elle retire son appareillage, comment elle le vit. On est là encore dans des questions-réponses. Sur la cotation, bah, je vais vous montrer aussi. Alors, bon, du coup, c'est du Excel. Bon, on a conscience que les psychomotriciens, voilà, ils n'ont pas fait psychomote pour faire du tableau Excel. On a dans le bilan des phrases qui sont en gras, et en fait, celles qui sont en gras, c'est celles qui sont à reporter dans le tableau. Donc, on a un document Excel qui est sur plusieurs pages. Donc là, on est sur la trame vide. Donc, pour l'instant, on n'a pas de diagramme circulaire qui est généré. Et après, pour chacun des items, on a une phrase et on doit dire si on est d'accord, pas d'accord avec cette phrase ou si voilà, si c'est pas pertinent. Donc là, par exemple, la personne, est-ce qu'elle a une motricité plutôt réflexe? On va dire d'accord, pas d'accord. On a un système de coefficients, mais qu'on a peu utilisé. Et le tableau, normalement, il n'est pas trop mal fait. On ne peut pas mettre d'accord et pas d'accord. Ça indique qu'il y a une erreur dans le remplissage. Donc, ça vient générer un score entre d'accord, pas d'accord. Et ce ratio, après, se reporte automatiquement dans le premier feuillet. Et après, on a les petits cœurs qu'on va pouvoir venir glisser, déposer.
ça vient répondre aussi aux questions concernant la cotation. Doit-on mettre des chiffres ou des croix dans les colonnes? Peut-on avoir Ouais. deux Ah oui. réponses dans la même ligne? Ouais. Et donc, du coup, là, peu importe, en fait, vous pouvez mettre 10, ça comptera quand même pour 1. C'est le critère, c'est juste le remplissage de la case. Alors, je tiens à souligner quand même Madame Kefelec, Carole Kefelec, qui vous dit toutes ces félicitations pour la grande qualité de ce bilan qui regroupe ce que j'ai pu observer en 30 ans de pratique. Bravo. Merci On reçoit beaucoup. des messages de soutien. Merci beaucoup. Alors, Ah, une autre question de Christelle B, qui est en 3e année de formation. Est-ce que le bilan Roseau peut être utilisé pour un jeune avec une déficience visuelle plutôt élevée? Ce jeune peut voir de proche en proche, mais pas beaucoup plus. Alors oui, de toute façon, alors là, c'est l'estimation du CNRHR. Apparemment, les dernières études révèlent que 80% des personnes polyhandicapées ont une déficience visuelle. Ne serait-ce que, alors comme tout un chacun, on peut avoir une déficience visuelle, des problèmes de vue, sauf que eux, ça va être plus difficile de s'en rendre compte. Ils vont pas forcément supporter les lunettes. Et on a aussi la difficulté d'un point de vue neuro, il peut avoir une atteinte neurologique, une cécité corticale. Et dernier point, c'est les muscles des yeux. Et c'est ce qu'on observe, nous, énormément. C'est les muscles du corps font n'importe quoi, les muscles des yeux, c'est pareil. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une grosse partie sur la vue. Parce que, voilà, à l'usage, on s'est rendu compte que des personnes qu'on pensait pas en difficulté au niveau visuel, finalement, le sont beaucoup. Et ce qui explique aussi des accidents, enfin nous qu'on a beaucoup dans l'établissement, de personnes qui foncent un peu partout. Donc oui, vous pouvez faire passer le bilan. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de voir un peu plus précisément ce qui va et ce qui va pas. Si la taille des objets que la personne va voir, la couleur, le contraste, de voir s'il y a des parties du champ visuel qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Et d'essayer de voir si il y a les conditions lumineuses vont pouvoir influencer. Ça peut être de proposer des séances dans le noir avec juste des éléments lumineux pour travailler juste la vue et la prise des objets. Ça peut être de proposer des séances avec de la lumière UV pour que la personne soit vraiment concentrée, focalisée sur l'élément lumineux que vous allez proposer, mais en étant en capacité de voir ce qui l'entoure. Donc oui, ça devrait vous proposer des pistes. Et je rebondis là-dessus, par rapport à ça, parce que dans la question du coup, comme j'ai pas le contexte, peut-être que je sais pas si ça concernait une personne, par ailleurs qui avait un handicap, lourd à côté ou si c'était que la déficience visuelle. Mais je voulais partager mon expérience sur le fait que des fois j'utilisais Roseau de manière un peu hybride ou avec certains enfants que j'accompagnais en IEM qui pouvaient avoir accès à certains codes de communication, qui étaient plutôt à l'aise au niveau moteur, où je pouvais du coup utiliser plus des épreuves du bilan de l'enfant classique et que je faisais comme ça, mais que je venais compléter avec la partie sensorielle de Roseau. Mon bilan classique venait être complété par la partie sensorielle de Roseau qui me donnait quand même vraiment une approche, plus complète de l'enfant et donc des fois, je pouvais faire un mix des 2 et donc si la personne, dont vous parlez avec une déficience visuelle élevée, mais à part ça, au niveau moteur, ça va et ben, peut-être vous pouvez aussi faire un mix de différents bilans. On avait une question qui était posée dans la partie Q&R, donc on ne la voyait pas, d'Emeline Peton. La formation, retour sur la formation, s'ouvre-t-elle au paramédical? Non, ce qu'on a dit, mais non. Non, hein. Pas pour les paramètres, on est sur c'est notre décret de compétences, on y tient, on s'y accroche. Bien ça. Alors, sur le bilan, est-ce que ça vous a aidé à mettre en place des outils de CA adaptés à la personne? Et est-il intéressant pour cet objectif-là? Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense par exemple si vous vous rendez compte que la personne ne serait-ce qu'au niveau visuel, elle est pas capable de poser son regard sur quelque chose pendant plusieurs secondes,
tous les outils de CA, par exemple les TOBI de poursuite visuelle, ça risque de la mettre en difficulté. Ou ça pourrait être de se dire, on a détecté qu'il y avait ce problème-là, on va peut-être le travailler pour permettre une mise en place là-dessus. La notion de contraste, si vous voyez sur votre bilan que le contraste, la personne a besoin de contraste fort pour voir, ça pourrait être éclairant pour décider de pictogrammes à utiliser avec des contrastes justement plus importants. Donc oui, et pareil pour la capacité de pointage, pour tout ça, je pense que ça peut apporter un vrai éclairage au niveau de la CA. Je sais pas si Hélène, tu veux rajouter, toi tu l'utilises pas mal en séance en plus. Oui, maintenant, je trouve que ta réponse est très chouette. Moi, souvent, les outils de CAA, existaient avant, étaient en cours, de proposition à la personne. Donc, c'est pas que ça nous a aidé à les mettre en place parce que quelque part, ils étaient déjà là, mais ça nous a aidé à affiner sur comment on propose et justement, comme disait Tiffany, sur la taille des pictos, sur est-ce que c'est du pointage, est-ce que c'est une poursuite visuelle, où en est la personne dans le choix entre 2 pictos, 3 pictos, et aussi, d'associer cette, expression non verbale des émotions que nous, on va aller regarder plus finement durant le bilan, vraiment l'associer à la CAA pour, vraiment, augmenter les chances de compréhension de comprendre la personne. Donc, oui, c'est très pertinent. Une toute dernière question. Le score se reporte automatiquement dans le tableau. Est-ce une cotation numérisée? Alors, vous allez devoir reporter la cotation dans le fichier Excel. Ça va être nécessaire. Donc, de votre trame que vous avez coché à la main, il faudra quand même reporter. Une fois le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, une fois que vous avez coché le d'accord, pas d'accord, ça va se reporter automatiquement pour créer le diagramme. Donc après, vous avez juste à faire une capture d'écran ou une impression pour récupérer le diagramme. Vous n'avez plus à y toucher. Bon, là, c'est la dernière question et après, c'est bon. C'est une fois que les diagrammes sont faits, comment on interprète les résultats? Catherine Vauboin n'est pas sûre d'avoir compris. Alors, par rapport au cœur, Ouais, alors par rapport au cœur, oui, en fait, comme vous a montré Tiffaine, il y a besoin de prendre le cœur sur le tableau qui est à gauche et de le faire glisser sur la partie du diagramme. Et donc ça permet vraiment, s'il y a une partie du diagramme qui est pas bien représentée, je sais pas, par exemple, je pense à la motricité fine, par exemple, mettons qu'il y a pas beaucoup de couleurs, il y a pas beaucoup de compétences, mais que la personne adore les activités de motricité fine, et bien, c'est possible de mettre le cœur et du coup, ça vient aider l'analyse. Parce que sans le cœur, on dirait: «Bon, motricité fine, c'est compliqué, on va peut-être pas le faire» ou enfin, voilà. Tandis que si on met un cœur, on dit: «Ah, mais en fait, même s'il y a pas beaucoup de compétences, la personne prend vraiment plaisir à la motricité fine et peut-être que ça peut être un appui pour développer d'autres choses» et donc ça vient justement changer la manière dont on va analyser. Et du coup, comment on interprète les résultats? En fait, tout dépend. Il y a le diagramme qui va, vraiment donner un aperçu, un profil psychomoteur, mais il y a besoin d'écrire, d'expliquer ce diagramme et de venir, l'analyser pour que, la conclusion psychomotrice soit vraiment la plus fine possible et donc après, c'est à vous de mettre en lumière ce que vous avez observé chez la personne. Et par rapport à toutes vos questions, j'ai aussi envie de vous dire, en fait, venez en formation et on aura 2 jours complets pour vous expliquer en détail comment on utilise Excel, comment le prendre en main, comment on interprète, vous montrer aussi des exemples, nous, de rédaction de bilan, avec la version définitive du Roseau et comment nous, on a utilisé cet outil. pour la rédaction, je réponds rapidement. On se base sur les 2 en fait. On se base sur ce qu'on a pu observer en bilan et on se base aussi sur le diagramme qui est généré parce que parfois le diagramme généré est surprenant et ça permet de prendre une prise de recul supplémentaire sur la personne. Donc les 2 sont intéressants. Le bilan des de efficience visuelle, ils ont changé. Je regardais en même temps que tu parlais, Hélène. Ils ont changé l'intitulé. Je pense que la formation maintenant, c'est celle que je vous ai mis dans le chat.
ou voilà, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez. C'est plus, alors la partie bilan, on a repris quasi à l'identique ce qu'ils proposaient. Eux poussent un petit peu plus loin dans l'accompagnement de la personne pour savoir quoi mettre en place en séance, comment travailler ça dans le temps. Je me suis permis également de vous mettre un lien qui est sur le site internet Polyhandicap BZH d'un webinaire qui a eu lieu, qu'on a remis avec un outil disponible gratuitement, qui est l'échelle d'évaluation de la vision pour déficience visuelle d'origine cérébrale chez les personnes polyhandicapées. On va être obligé de conclure. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. La question de l'évaluation psychomotrice, on a vu que c'était un enjeu majeur pour les personnes que nous accompagnons, hein. On a pu le constater aujourd'hui. Le roseau, qui constitue le premier outil d'évaluation psychomotrice réellement pensé et adapté pour les personnes polyhandicapées, notamment. Nous avons pu en découvrir le fonctionnement, le champ d'application, l'intérêt concret pour notre pratique. Cet outil, vous l'avez entendu, il est complet, il est clair, il est accessible et surtout, il est mis à disposition gratuitement par le GAPAS. Nous avons eu la démonstration de son intérêt par la vignette clinique de Kenza. Hélène et Tiffaine nous ont également présenté la formation associée à cet outil. Un questionnaire, comme je vous le disais, vous sera transmis prochainement afin de faciliter l'organisation d'une formation inter-établissement en Bretagne, puisque sur 40 présents, 22 d'entre vous étaient intéressés. Vous trouverez toutes les informations, les supports, les liens utiles, ainsi que le replay de ce webinaire sur notre site polyhandicap.bzh. Un grand merci à Hélène et Tiffaine pour la richesse de leurs interventions et merci à vous tous et toutes pour vos questions et votre participation. Très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir et merci beaucoup.